Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant dans ce Winter Festival, un événement, oui, il y en a un d'événement en cette période de pandémie. On est content d'être avec vous, même si vous êtes à distance derrière vos écrans. Nous savons que vous êtes là et on partage avec vous ce moment, ces réflexions qui sont toujours très importantes sur notre société, sur notre façon de gérer le numérique. J'ai à mes côtés Christophe Dehaye. Christophe, bonjour. Bonjour Harry. On va se tutoyer. Oui. Tu as exercé des fonctions de directeur, de filiale, de grands projets chez Atos. Tu as aussi dirigé plusieurs cabinets de veille technologique. Et en ta qualité de spécialiste des technologies et usages de digital, tu vas intervenir ce matin pour changer notre façon de voir éventuellement. Ok ? Oui. Bien, alors je te laisse la parole désormais. Merci beaucoup. Voilà, donc je m'appelle Christophe Dehaye, je suis chercheur en résidence à l'école de Paris du management. Et en fait, pour le dire autrement, je suis chasseur de renouveau, chasseur de renaissance. Et donc, il faut que je vous explique un petit peu ce que je fais au quotidien, c'est d'aller chercher dans les entreprises, et particulièrement dans les grandes entreprises, des traces de renouveau. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le futur, c'est ce qui a déjà commencé, ce qui est déjà en germe et déjà largement entamé. Alors, la naissance, là, vous voyez une nouvelle pousse, hein, c'est la traduction officielle de start-up, hein, nouvelle pousse. C'est effectivement une germe qui part à partir de rien, c'est la page blanche, ce qui est très bien, mais c'est une naissance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la renaissance, c'est-à-dire le phénomène de régénération d'organismes déjà existants, déjà nés, et qui se sont peut-être un petit peu fatigués, mais qui se régénèrent. Alors, ça veut dire une petite chose, c'est que classiquement, quand on parle d'innovation, on a des lunettes qu'on nous a un petit peu mises sur le nez, qui sont des lunettes d'économistes. L'idée est la suivante, et vous la connaissez tous, c'est que finalement le nouveau va naître de la fameuse destruction créatrice, et c'est en fait le marché qui va faire sa sélection. Donc ça, c'est un point de vue d'économiste que je n'ai pas, je ne suis pas un économiste, et donc ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est plutôt celui d'un spécialiste de la gestion et du management, et qui croit que l'action collective dans une organisation peut permettre de régénérer des choses indépendamment de ce que décide le marché. Alors évidemment, il y a un lien, vous vous en doutez bien, mais donc c'est d'un point de vue un petit peu différent. Alors, quand on a ces dernières années énormément parlé des startups, j'étais personnellement en 2015 à Las Vegas quand un jeune ministre est arrivé et tous les Américains nous disaient « mais c'est quoi ?» Enfin, il y a eu un souffle de nouveauté incroyable, incontestable qui a eu lieu et qui était tellement nécessaire. Mais en fait, quand on parle des startups qu'on essaye de mobiliser pour qu'elles grossissent et qu'elles deviennent les fameuses licornes, c'est-à-dire les startups qui ont un impact, eh bien c'est un discours d'économiste, puisqu'en l'occurrence, ça veut dire on part de rien, on va faire du nouveau avec vraiment, en faisant table rase du passé. C'est-à-dire que c'est quand même un discours qui, en filigrane, explique que les anciens organismes n'ont pas d'avenir. Et si on se remet dans l'économie, ça veut dire, en gros, l'avenir, c'est les startups et les grandes entreprises n'ont qu'une chose à faire, c'est à mourir plus ou moins vite. Bon. Alors, c'est ce qu'on voit dans les marchés financiers, hein, on le voit bien aujourd'hui. Les GAFAM sont surcotés. Hein, je vous rappelle que les 5 GAFAM, elles toutes pèsent 5 fois le CAC 40 ou 5 fois le DAX allemand. C'est-à-dire qu'en moyenne, chacune pèse à elles seules les 40 plus grosses entreprises françaises, dont on sait qu'elles sont très importantes. La France a une caractéristique, c'est ces grandes entreprises. Donc c'est absolument dingue. C'est vrai aussi pour les jeunes. Pour les jeunes, c'est la start-up ou l'ennui. Rentrer dans une grande entreprise, mon Dieu, quelle horreur. De plus en plus, c'est ce qui se pense. Et c'est dommage parce que je vais vous montrer des choses où on voit qu'on peut vivre des aventures extraordinaires, y compris des aventures entrepreneuriales dans les grands groupes. Donc, mon propos n'est pas, j'insiste, un propos d'économiste, mais un propos de spécialiste de la gestion et du management, et donc qui croit dans l'action collective à l'intérieur d'organisations. Alors, j'ai proposé il y a presque un an maintenant, d'appeler ce phénomène de résurgence des grandes entreprises des phénix,
par opposition, pas par opposition, mais pour faire un peu le pendant aux fameuses licornes et pour frapper un petit peu les esprits et pour rester dans l'univers fabuleux des animaux un peu particuliers. Alors, comme j'aime bien montrer dans mes conférences des choses concrètes, je ne vais pas beaucoup théoriser, et je vais montrer des choses, en tout cas montrer des cas. Il y a aujourd'hui 2 catégories d'actions, je trouve, de renaissance des grands groupes. Une voie que j'appellerais une voie courante, donc il y a plein de choses qui sont faites par à peu près tous les grands groupes pour se régénérer. Et puis, il y a des voies un peu plus avancées qui ne sont pratiquées que par certaines d'entre elles. Et donc, je vais faire déjà mon premier paquet d'actions prises par les grandes entreprises. Alors, on va les lister, renouer avec l'esprit entrepreneurial, développer des nouveaux canaux de communication, développer des contenus attractifs, etc. Mais je ne vais pas théoriser, on va directement passer aux applications pratiques. Alors, tout simplement, redynamiser l'esprit entrepreneurial. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la littérature académique, ça veut dire le corporate entrepreneurship. C'est un domaine extrêmement complexe qui est travaillé depuis au moins 30 ans par tout un tas de chercheurs. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les grands groupes aujourd'hui ont bien compris le message, et elles le savaient déjà depuis longtemps. Plus on grossit, plus on se complexifie, et plus on perd l'instinct animal, disait Keynes, c'est-à-dire cette capacité entrepreneuriale à plein de choses, notamment prendre des risques, à déceler le nouveau, etc. On est dans des formes qui se bureaucratisent un peu. C'est naturel, c'est normal, et donc il faut avoir une action particulière pour lutter contre. Et donc c'est ce qu'ont lancé à peu près tous les grands groupes aujourd'hui. Donc à la fois développer une forme d'intrapreneuriat et à la fois se rapprocher des entrepreneurs extérieurs, l'écosystème entrepreneurial. Alors sur l'écosystème entrepreneurial, donc essentiellement l'écosystème start-up, ce que font les grandes entreprises aujourd'hui, vous le savez, eh bien presque toutes ont développé des incubateurs internes ou des partenariats avec des incubateurs externes pour faire un certain nombre de coaching de start-up, pour investir dans des start-up, pour investir dans des start-up studios. Vous avez par exemple AXA qui a mis un certain nombre de millions sur la table pour se créer un start-up studio, c'est-à-dire une start-up qui crée des start-up, et depuis quelques années, ils en ont créé déjà un certain nombre. Vous avez ces grands groupes, presque tous, qui investissent directement dans des start-up, minoritairement ou majoritairement, qui investissent dans des fonds d'investissement dans des startups, etc., etc. Ça leur assure au minimum d'avoir une visibilité sur ce qu'ils appellent le deal flow, c'est-à-dire tous les projets en cours. Et donc pour elles, c'est évidemment une manière de se tenir au courant de ce qu'est l'innovation et d'investir là où ça leur paraît pertinent. Et puis, vous le savez, eh bien, la plupart des grandes entreprises aujourd'hui ont des programmes d'intrapreneuriat, c'est-à-dire de proposer à leurs salariés d'avoir des bonnes idées, de les coacher, de les accompagner pour éventuellement créer leur start-up qui peut être liée ou pas au business de l'entreprise. Donc ces programmes d'entrepreneuriat sont développés depuis quelques années, et une fois de plus, je dis, il y a plus de 50 programmes structurés d'intrapreneuriat en France aujourd'hui. L'Open Innovation, c'est un terme que l'on connaît bien aussi, ce qui veut dire que si vous voulez vous ouvrir sur l'innovation avec des gens à l'extérieur, il faut qu'en interne, vous ayez des spécialistes et des gens qui soient en communication avec cet écosystème et qui savent évidemment l'animer. Et puis éventuellement une transformation culturelle beaucoup plus massive et qui est en gros tous intrapreneurs avec une acculturation à toutes ces approches. Alors je vais reculer un petit peu pour remontrer cet arbre que vous voyez un petit peu dans le fond. Il est assez complexe et vous voyez qu'il y a un réseau de racines qui est absolument dingue. Et donc quand la grande entreprise s'aperçoit qu'il y a un domaine où elle pourrait puiser des nutriments pour la survie du reste de l'arbre, eh bien, elle fait pousser tout simplement une racine, y compris assez loin de tout l'autre réseau racinaire. Et donc, c'est ce qui s'est passé en développant des liens avec l'écosystème start-up, en investissant dans ces start-up, etc., etc. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement répandu, extrêmement courant.
Deuxième phénomène sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est on nous parle beaucoup, quand on parle de digital, de la présence dans le monde digital, c'est-à-dire tout simplement, pour faire court, les entreprises, il y a très longtemps, faisaient de la réclame, et puis un jour, il a fallu passer à la télé et donc passer à la publicité. Il y a celles qui ont réussi et celles qui ont échoué. Celles qui ont réussi sont devenues encore plus puissantes, plus grosses, etc. Et celles qui n'ont pas réussi ont ou disparu ou végété. Des entreprises qui ont réussi, qu'on connaît bien aujourd'hui comme Coca-Cola, elles ont commencé leur vie avec la réclame, elles faisaient de la réclame, et puis évidemment, elles ont réussi à passer le temps de la télé, etc. etc. Et aujourd'hui, il faut passer le temps des réseaux sociaux, et ça change beaucoup de choses. Et bien là, mon message est le suivant, c'est que si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, regardez les champions. Les champions, ce n'est pas des champions du digital, ce n'est pas des startups, les champions, c'est des grandes entreprises. Les grandes entreprises comme L'Oréal, par exemple, eh bien, sont des champions des réseaux sociaux, partout dans le monde. Par exemple, là, vous le voyez sur cette petite illustration, ils ont évidemment, vous savez qu'ils ont toujours eu des égéries, donc on paye très cher des stars, mais en plus de ces égéries classiques, ils ont recruté des égéries parmi les influenceurs donc, du monde des réseaux sociaux. Ça fait quand même des résultats assez vertigineux. L'Oréal, c'est plus d'1 milliard de visiteurs uniques dans l'année. 1 milliard. Si vous voulez voir ce qu'il faut faire pour avoir des gros chiffres, eh bien, vous ne pouvez pas trouver mieux que des L'Oréal, mais aussi des LVMH, Pernod Ricard, etc. etc. L'Oréal, c'est aussi le numéro 1 des ventes sur Alibaba. Donc on nous parle beaucoup d'Amazon, mais vous savez qu'Amazon est battu sur le nombre de ventes par jour, sur certains jours, etc., par Alibaba. Eh bien, c'est un Français qui est le numéro 1 sur Alibaba. Donc c'est pour vous donner, si vous voulez essayer de prendre des leçons, eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut de temps en temps regarder ailleurs que dans les startups ou même dans les GAFAM. Il y a des leçons à prendre chez les grandes entreprises. Autre leçon à prendre, on sait que le contenu est absolument essentiel. Content is king, nous dit-on dans le digital. Eh bien oui, des entreprises, par exemple, comme Pernod Ricard, mais de manière générale, c'est toutes les entreprises qui ont des marques milliardaires, hein, donc des marques qui font plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an, doivent être défendues sur les réseaux sociaux. Et pour attirer les gens, eh bien, il faut des contenus. Des contenus, c'est quoi? C'est pas seulement de la pub. C'est vraiment des choses authentiques qu'il faut absolument travailler de manière industrielle. C'est-à-dire que ces entreprises ont vu se développer en leur sein des centaines de nouveaux métiers, enfin en tout cas des centaines de personnes qui développent autour de la gestion de contenu, de la création de contenu. C'était des métiers qu'on n'avait pas du tout dans ces grandes entreprises. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et si vous voulez prendre des leçons de comment on raconte des belles histoires, eh bien, allez regarder ces entreprises qui ont des portefeuilles de marques milliardaires. Donc, c'est évidemment les Kering, les LVMH, les L'Oréal, les Pernod Ricard. Regardez, vous allez vraiment voir des histoires absolument dingues. Il faut avoir des interactions expérientielles, nous dit-on, c'est-à-dire la fameuse expérience utilisateur. Alors ça, c'est un mur qui existe dans un flagship d'un grand distributeur, Casino, pour ne pas le nommer, le 4 Casino, à côté des Champs-Élysées. Eh bien, avec votre tablette numérique, vous souhaitez recevoir des amis ce soir. Alors, je vous parle en temps normal. Hein. Et puis, vous voulez savoir quel whisky serait le plus adapté. Vous posez vos quelques critères, comme vous le feriez sur Internet. Et vous voyez, en surimpression sur le mur, va s'éclairer les whiskies qui correspondent à vos critères. Donc, on vit une expérience tout à fait interactive, y compris sur des lieux physiques. Alors là, je n'ai pas le temps de vous montrer tout ce qui se fait, etc. Je vous incite à aller regarder le 4 Casino. C'est un magasin qui a été conçu à peu près comme un Amazon Go, mais à la française, à peine 6 mois après Amazon, donc il y a déjà plusieurs mois, enfin même plusieurs années. Donc vous voyez qu'il y a des leçons à prendre, y compris chez les grands groupes français. Alors on va rester chez Casino, d'ailleurs, dans le groupe Casino, avec une question importante, c'est la question des plateformes. On nous explique que le modèle économique dominant, et à juste titre d'ailleurs, hein, que le modèle économique dominant aujourd'hui, c'est celui des plateformes. Regardez tous les grands de la tech, ce sont tous des plateformes sans exception. Et donc, il faudrait être, un des discours, c'est qu'il faudrait que les entreprises se plateformisent.
C'est quoi une plateforme? Un rappel très très rapide, une espèce de place de marché où on organise la rencontre entre des producteurs et des acheteurs. Voilà. Eh bien, là, vous êtes dans un hypermarché géant Casino. Les hypermarchés, aujourd'hui, sont en périphérie des villes, etc. C'est un style de consommation très années 70 qui a quelques difficultés. Et notamment, il y a des produits qui avaient complètement disparu. Le mobilier et puis la plupart des produits électroniques et informatiques. Parce qu'on trouve sur Internet toujours beaucoup plus de choix et toujours moins cher. Eh bien, l'une des idées, c'est tout simplement de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un corner avec des produits qui viennent d'un commerçant spécialiste, d'un e-commerçant, à qui on réserve un espace et sur lequel on met autour des conseillers de proximité. Alors, en l'occurrence, quand vous appelez Casino et que vous avez dans le même groupe à la fois des hypermarchés géants Casino et Cdiscount, qui est en France le vrai grand concurrent d'Amazon, bah vous vous dites, si je fais un corner Cdiscount à l'intérieur de mes hypermarchés, je vais ramener de l'intérêt sur ces types de produits, donc à la fois le mobilier ou les produits électroniques. J'ai à la fois la possibilité de partir avec un certain nombre de références, mais surtout j'ai ces grands écrans sur lesquels, avec l'aide ou sans l'aide de commerciaux à côté, de conseillers, pardon, eh bien, je vais pouvoir accéder à l'entièreté de tout le catalogue de Cdiscount. Alors ça a été imité par à peu près tous les concurrents de Casino, donc aujourd'hui vous l'avez chez Carrefour, vous l'avez chez Auchan, qui eux ne font pas avec Cdiscount, mais le font avec Boulanger ou le font avec la Fnac. Toujours pour rester sur la notion de plateforme, eh bien restons chez Cdiscount. Donc Cdiscount au départ c'est un site de e-commerce qui vend ses propres produits, qu'il a proprement référencés, etc., etc. Au passage, c'est une entreprise qui a été créée exactement la même année qu'Amazon. Bon, les hasards sont comme ça. Et aujourd'hui, eh bien, comme Amazon, ils se développent sur la notion de plateforme, c'est-à-dire qu'ils vendent des espaces à des partenaires pour exposer leurs propres produits et les vendre. Eh bien, avec le Covid, aujourd'hui, le chiffre d'affaires réalisé par Cdiscount avec les produits, on va dire, extérieurs, c'est-à-dire vraiment la pure plateforme, eh bien, est supérieur aux produits qu'ils vendent eux-mêmes. Et pour aller encore plus loin, eh bien, Cdiscount, qui a cette capacité à le faire pour lui-même, aujourd'hui, il le propose aux entreprises en marque blanche. C'est-à-dire que si vous voulez créer votre propre plateforme, ça peut être un peu long, un peu compliqué. Et bien là, vous pouvez souscrire à une offre qui va faire que vous mettez votre logo et vous aurez votre propre plateforme, y compris la logistique. Vous l'avez compris aussi, les grandes entreprises se réinventent, y compris sur les espaces de travail. Alors, les espaces de travail numériques, hein, le boom de la visioconférence, ça existait, mais aujourd'hui, c'est vraiment complètement généralisé, y compris avec les outils qu'on connaît. Mais c'est aussi la réinvention des bureaux. Aujourd'hui, vous réinvitez dans des entreprises des gens qui ont quitté l'entreprise il y a 10 ou 20 ans, ils ne reconnaissent plus les bureaux. Vous avez des rénovations immobilières importantes pour faire voilà, des bureaux de style un peu différents. Je ne suis pas sûr qu'à cet instant soit complètement stabilisé, mais dans de plus en plus de bureaux de grands groupes, on ne sait plus bien si on est dans une start-up, une kyrielle de start-up, ou voilà. Donc c'est ces espaces qui se mélangent entre espace virtuel et espace physique. Alors une fois de plus, la période actuelle accélère des choses et puis on ralentit certaines autres. Donc sur les aspects purement physiques, là, le confinement oblige, ça ralentit, mais cette hybridation-là est largement engagée et là encore chez à peu près tous les grands groupes. J'ai parlé de la plateformisation, mais il y a une plateformisation forcément de la technologie, la plateformisation de l'informatique. On sait que l'informatique, ça a été conçu dans les grands groupes depuis 50 ans, ou pour ne pas dire 70. Donc c'est plein de couches qui se sont ajoutées. On ne peut pas faire table rase de tout ça. Vous avez des grandes organisations, là on est chez Airbus, qui s'est dit il faut absolument que je lance une plateforme pour relier tout mon écosystème. Et évidemment, ça pose des questions absolument incroyables sur une autre manière de réorganiser, de réarchitecturer les systèmes d'information. Et c'est largement en cours avec des technologies qui sont issues du monde du web, évidemment, mais intégrées avec le legacy, comme on le dit. Alors voici rapidement dressées, on va dire, les actions les plus courantes, celles que vous retrouvez chez à peu près tout grand groupe
de France, ou en tout cas au moins 80% d'entre eux. Donc on y est habitué, et pour l'essentiel, ça ressemble quand même pour beaucoup aux méthodes, aux approches du monde des startups, donc on n'est pas perdu, mais on voit bien que finalement les grands groupes ne sont pas en retard, et dans certains cas, et je l'ai clairement dit, par exemple sur les réseaux sociaux, sur la création de contenu, ils sont carrément en avance, et si vous voulez prendre des leçons, une fois de plus, allez regarder ce qui se passe chez ces grands groupes. Dans ces marques, il y a vraiment des leçons incroyables à tirer. Alors j'en arrive à ma deuxième partie qui est un peu plus originale, où là on ne voit pas forcément toujours bien ces éléments, donc je vais essayer de les tracer et de les expliquer. Donc c'est la voie qui est prise par quelques entreprises pour l'instant. Par exemple, vous l'avez déjà dans un atelier, je crois, aujourd'hui, c'est le numérique responsable. Dans le numérique responsable, il y a le respect de la vie privée. Bon, nos amis des GAFAM ou des plateformes, qu'elles soient anglo-saxonnes ou chinoises, ont un rapport à la vie privée qui est un peu particulier. Eh bien, nos grands groupes français, pour un certain nombre de raisons historiques, mais éthiques aussi, veulent se développer autrement, et je vais en parler. La disruption, on sait ce que c'est, mais quand on parle de disruption de l'ensemble d'un marché, qu'on pourrait appeler une disruption systémique, ce n'est pas à la portée d'une start-up. Et là, évidemment, la leçon des grands groupes est intéressante. Bon, je trêve de plaisanterie, je vais rentrer directement dans le sujet avec des exemples, plutôt que d'égrener la totalité de ces thèmes. Alors, ce que l'on pourrait appeler, alors c'est un terme qu'on entend souvent, le privacy by design, c'est-à-dire quelque part le respect de la vie privée dès la conception des systèmes numériques, eh bien, c'est un mot qu'on peut, comme toujours, un concept qu'on peut interpréter de différentes manières. Quand les anglo-saxons disent privacy by design, je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose que quand on le voit de ce côté-ci de l'Atlantique. Et les grands groupes qui ont beaucoup à perdre de mauvaises pratiques éthiques, sont vraiment conscientes qu'il faut faire très très attention dans leur digitalisation, c'est-à-dire dans leur manière de gérer le business comme s'ils étaient une entreprise digitale, c'est-à-dire arriver à tout tracer, mais pas tout fliquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et arriver à le prouver et à le justifier auprès des consommateurs pour les rassurer, parce qu'ils ont bien conscience que ça pourrait être un différenciateur à l'avenir, parce que plus ça va aller, et plus un certain nombre de gens vont quand même s'inquiéter un peu naturellement à quel point on sait ce qu'ils font, à quel niveau de précision, et quand je dis ce qu'ils font, pas eux en tant que consommateurs lambda, mais eux comme monsieur Jean Dupont de tel âge à tel endroit, etc. Eh bien, là, nous sommes encore chez Casino, qui a développé une carte de fidélité vraiment puissante, et qui vous permet, finalement, quand vous rentrez dans un magasin, de faire comme si vous étiez sur le numérique, c'est-à-dire de vous loguer, c'est-à-dire de vous faire identifier. À partir de là, vous allez avoir plein de services de promotion, de personnalisation, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est absolument anonymisé. Ça repose sur une technologie assez puissante, c'est 1200 sous-segments de consommation. Donc une fois que vous avez été mis dans une des 1200 sous-segments, on n'a pas besoin de savoir que vous êtes Jean Dupont, on a besoin de savoir que vous êtes dans telle catégorie pour pouvoir vous envoyer des offres qui sont quand même particulièrement adaptées à ce que vous avez l'habitude de consommer et de comprendre. Donc ça, c'est une piste. Je parle de Casino, mais L'Oréal est très, très, très engagé, par exemple, aussi, dans le respect de la vie privée. Donc c'est comment arriver à faire des offres très interactives, très personnalisées, sans connaître nominativement les gens en question. Donc c'est une piste vraiment intéressante. Et quand je vous dis c'est une piste, je ne vous parle pas du futur. 20% du chiffre d'affaires aujourd'hui chez Casino est fait, que ce soit en France ou au Brésil, ou en Amérique latine pour être plus global, à l'aide de ces cartes. Donc ça, et en plus, vous avez évidemment l'option de ne pas avoir cette carte, donc de ne pas cliquer sur « Suivez-moi », alors que sur Internet, je vous rappelle que si vous voulez le service, par définition, vous êtes suivi, et là, vous avez signé en bas à droite quelque chose qui fait que vous n'avez pas lu, mais vous êtes d'accord. Voilà. Donc c'est quand même une différence très très importante.
Je voudrais parler maintenant d'un autre thème qui est celui de la disruption. Donc, toutes les startups veulent disrupter à peu près tout. Ce serait bien, c'est très utile. Mais il y a des disruptions qui sont des disruptions de l'ensemble d'une filière industrielle ou de l'ensemble d'un marché. Par exemple, avant moi, on a parlé de transition écologique. On sait que dans la transition écologique, il y a un mix différent à trouver. Dans le mix différent, aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'hydrogène. Bon, l'hydrogène, c'est très prometteur, mais dans un premier temps, il faut beaucoup d'aide, investir, etc. À l'évidence, ce n'est pas un sujet pour start-up. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des start-up qui ne peuvent pas y contribuer, mais ceux qui peuvent faire changer les choses, c'est à peine au niveau d'un grand groupe. Il faut qu'ils s'y mettent à plusieurs. Et donc là, on voit des phénomènes absolument inhabituels, où des grands groupes ultra puissants, des multinationales qui d'habitude sont capables de faire changer des choses par leur propre volonté, sont obligés de se mettre, trouvent que c'est intéressant de se mettre ensemble, y compris entre concurrents, pour faire adopter de nouveaux modes d'organisation, de consommation, pour créer un écosystème différent. Et puis après, le marché sera tellement grand que de toute façon, chacun retrouvera ses petits. C'est par exemple cet exemple d'Engie qui est très avancé dans l'hydrogène et qui s'est associé à Total sur la décarbonation d'un site industriel de production de Total dans le sud de la France. Et il y en a plein d'autres. Autre élément que je voudrais souligner, c'est finalement, parmi les marqueurs qui font s'interroger sur est-ce que les grands groupes arrivent vraiment à se réinventer, il y en a un qui peut être intéressant, c'est est-ce que ceux que l'on aime bien imaginer comme ceux qui inventent le futur, c'est-à-dire les GAFAM par exemple, est-ce que les GAFAM arrivent à discuter sérieusement, concrètement et durablement avec les grands groupes ? Donc est-ce qu'il y a des partenariats qui dépassent seulement la signature entre présidents, parce que ça c'est facile. Les GAFAM n'ont pas de temps à perdre. Si elles arrivent à signer et à faire des deals concrets avec des grands groupes, ça veut dire que ces grands groupes ont forcément des choses à négocier, ça c'est le premier point, et deuxièmement, un mindset, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une culture compatible avec ces grands groupes. Par exemple, je voudrais vous montrer ici, tout le monde ne le connaît pas, mais en tout cas dans un certain nombre de grandes villes en France aujourd'hui, si vous voulez être livré de vos produits frais en moins de 2 heures, eh bien, vous allez sur Amazon et Amazon ne va pas vous livrer. Amazon va vous livrer via Monoprix. Parce qu'en fait, ce n'est pas possible de vous livrer en moins de 2 heures à partir de grands entrepôts qui sont en dehors de la ville. Ce n'est pas possible. Il faut le faire à partir d'un réseau de boutiques, enfin de magasins, et qui sont beaucoup plus proches de chez vous. Et donc là, vous avez un partenariat fort entre Monoprix et Amazon pour vous livrer en moins de 2 heures. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que ce qu'on nous présente souvent comme le leader mondial de la logistique, à savoir Amazon, eh bien par exemple sur les produits frais livrés en moins de 2 heures, eh bien, le leader mondial de la logistique, il est quand même obligé de faire avec un leader français du commerce de proximité. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément, là encore, qui me semble intéressant en termes de marque de renouveau. Alors, ça, c'est la livraison en moins de 2 heures, mais si vous voulez être livré en moins de 24 heures de la totalité des produits que vous voulez, pas aucun remplacement, il faut vraiment avoir un autre type d'organisation. Donc là, vous êtes sur un nouvel entrepôt, un nouveau type d'entrepôt, toujours chez Monoprix, en région parisienne, qui a mis 3 ans à sortir de terre. Vous entendez souvent parler d'usine du futur, d'usine 4.0. Voilà un entrepôt du futur qui traite 100 000 commandes par semaine. Donc c'est un niveau d'automatisation hyper élevé, avec des livraisons en moins de 24 heures sur la totalité ou 99,9% des produits que vous avez commandés, ce qui est absolument un exploit. Et qui montre bien, donc cette technologie repose sur l'utilisation par Monoprix de la technologie Ocado. Ocado, c'est le numéro 1 britannique du e-commerce et tout le monde reconnaît que c'est la meilleure technologie qui soit. Et donc, à ce jour, et donc en l'occurrence, vous voyez que des grands groupes français arrivent à s'associer durablement et avec des bénéfices évidents de part et d'autre, avec des spécialistes
du digital avec des pure players et que ça fonctionne bien. Là, je vais entamer quelque chose qui mériterait à lui seul une large conférence. C'est ces grands groupes ont compris, et là je vais peut-être faire un lien avec la conférence précédente, ont compris, y compris avant le Covid, qu'il y a des attentes sociales qui ont beaucoup changé, parce que moi, j'ai un petit peu vécu. Ça fait très très longtemps qu'on m'explique que notre monde est fou, ce qui est très vrai d'ailleurs. Et puis on fait tous la même chose, quoi. Ce qui est nouveau, c'est que vraiment la consommation change, c'est-à-dire que le marché change, qu'il y a un appel d'air, et il n'y a rien de tel pour convaincre des industriels de changer. Quand le marché veut vraiment quelque chose, eh bien, le métier normal d'industriel, c'est de faire ce que le marché veut. Et donc, par exemple, je voudrais vous montrer quelques exemples d'une démarche absolument complète et donc extrêmement ingénieuse du groupe SEB. SEB qui regroupe énormément de marques, de petits éléments de cuisine et autres. Là, ici, vous avez des matériaux. Donc, par exemple, ce sont des poêles à partir de matériaux recyclés. C'est un des éléments d'engagement. Vous avez la réparabilité des produits. Vous avez un engagement sur donc une réparabilité importante pour les 10 prochaines années de tous les produits que vous pouvez acheter dans la marque, enfin, dans toutes les marques du groupe SEB. Vous avez plus loin encore, pour réparer le groupe SEB, c'est associé à des organismes de l'économie sociale et solidaire pour développer dans les grandes villes des ateliers de réparation en incluant évidemment des gens très loin de l'emploi, ce qui, là encore, est assez vertueux. Recycler en fin de vie les produits quand ils arrivent en fin de vie, d'une certaine manière, donc pour les recycler complètement, ou alors pour les rechapper, enfin pour les réutiliser. Là, vous êtes sur une gamme de produits de professionnels, donc utilisés par des grands chefs, et dont l'idée, c'est de dire on va leur redonner une deuxième vie, on va rénover ces produits qui sont des produits haut de gamme. Et puis, vous avez aussi la possibilité de louer, donc ou plutôt que d'acheter, de louer certains matériels, ce qui permet évidemment un autre type de consommation que l'on appelle de nos voeux. Et puis tout ça est relié à des distributeurs. Là, vous avez la FNAC Darty, FNAC maintenant, qui a développé donc son indice de réparabilité et qui travaille beaucoup avec toutes les marques du groupe SEB pour expliquer et pour inciter les consommateurs que nous sommes à privilégier ce que l'on espère d'ailleurs, mais pour nous indiquer un peu mieux dans nos choix les produits qui sont hautement réparables. Et puis là, je n'ai pas d'exemple, mais j'ai vu récemment que, par exemple, le groupe Crédit Agricole, dans ses financements, allait des fois jusqu'à des financements à taux zéro pour des produits de ce genre, dès lors qu'ils sont responsables. Donc vous voyez que c'est toute une filière qui s'organise à partir d'une compréhension claire aujourd'hui d'attentes sociales qu'il faut couvrir. Voilà, c'en est un exemple, mais il y en aurait plein d'autres. Et donc, la renaissance n'est pas à venir. La renaissance, elle a déjà largement commencé à travers tous ces exemples. J'espère vous le montrer. Alors, il y a un autre aspect, c'est ce que j'appellerais le rebond stratégique. Vous savez que le digital a aussi amené quelque chose de particulièrement passionnant, mais dangereux, mais avec plein d'opportunités. C'est ce qu'on pourrait appeler l'abaissement généralisé des frontières. N'importe qui peut venir faire le travail de n'importe qui d'autre. Alors évidemment, c'est très gênant quand vous êtes un grand groupe que vous aviez mis en place un certain nombre de barrières à l'entrée, parce que n'importe qui, y compris des startups avec pas beaucoup de moyens, peut venir vous chatouiller, ou un peu plus que chatouiller, vous bousculer sur vos métiers traditionnels. Alors ça, c'est le côté défensif, et c'est ce qui a fait peur à beaucoup de gens. Donc c'est la fameuse ubérisation, qui, entre nous, soit dit d'ailleurs, n'a pas vraiment eu lieu, mais on pourra en reparler dans le débat. Si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre sens. L'absence de frontières, ou l'abaissement généralisé des frontières, permet aussi aux grands groupes d'aller faire des métiers qu'ils ne savaient pas faire, et sans que ça leur coûte très cher, et donc ils peuvent un peu essayer, et si ça marche, d'aller un petit peu plus loin. Je voulais parler d'Orange en Afrique. C'est un succès qu'on ne connaît pas assez à ma connaissance. Il y a 15 ans, Orange avait 10 millions de clients en Afrique. Aujourd'hui, c'est 120 millions de clients.
Vous imaginez, 120 millions de clients. Quelle start-up peut faire ce genre de choses? Le panier moyen a été doublé. Donc vous voyez la croissance considérable. C'est une espèce de GAFAM en Afrique qu'on ne connaît pas vraiment. Et un des succès, pas forcément, c'est l'innovation en général, mais une innovation particulière. Par exemple, le fameux Orange Money. C'est-à-dire qu'avec un téléphone de deuxième génération, un truc que vous achetez 10 € en Afrique maximum, vous pouvez envoyer de l'argent, y compris quelques euros ou même quelques centimes d'euros, ce qui est le premier service de base financier en Afrique. Et vous avez donc des millions de gens aujourd'hui qui utilisent, et en utilisant, Orange est devenu un acteur incontournable de l'économie. Vous touchez votre bourse d'étudiants par le gouvernement grâce à Orange Money dans plein de pays africains. Et donc, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'un opérateur télécom est devenu un acteur des métiers financiers. Ça marche comment? Ça veut dire que vous avez un guichet de rue qui vous permet de récupérer l'argent qui a été transféré, éventuellement si vous voulez le transformer en argent. Ça veut dire des centaines de milliers de petits commerçants qui sont installés un peu partout. C'est un niveau de réseau d'une densité bien supérieure à ce qu'il y avait dans les réseaux d'agences bancaires en Afrique. C'est donc une disruption globale de la banque en Afrique par un opérateur télécom. Mais ça ne s'arrête pas là. À partir de là, ils commencent à faire du crédit. À partir de ce moment-là, ils deviennent tellement importants sur la confiance qu'il leur est accordée, et bien qu'aujourd'hui, on leur demande de faire des choses dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, etc., dans le domaine de l'agriculture, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est un rebond en essayant quelque chose qui commence à marcher, puis en continuant de rebondir et ainsi de suite, un grand groupe, alors que ce n'est pas du tout dans des éléments stratégiques habituels, hein. D'habitude, on se focalise sur son cœur de métier, eh bien, arrive à vivre une histoire absolument incroyable. Autre rebond stratégique, pour vous montrer que ça peut vraiment être un peu décoiffant, Ubisoft, que l'on connaît tous, donc, qui a un des jeux qui est les plus connus, c'est Just Dance, eh bien, organise aux États-Unis, alors avant Covid, des sortes de concerts donc publics où les gens font du Just Dance en public avec des équipes de professionnels, donc pour faire vivre une sorte de spectacle vivant. Donc vous voyez que c'est là encore une extension de ces univers dans des domaines, dans des métiers qui ne sont pas du tout ceux d'Ubisoft au départ. Organiser des tournées aux États-Unis de ce type de concert, c'est un métier complètement nouveau. Donc j'appelle ça le rebond stratégique. Je ne vous parle pas du futur, c'est des choses qui existent et qui existaient même avant le Covid. Donc vous voyez que ce rebond et cette renaissance a déjà démarré. L'acquisition subtile, ou plutôt même art de l'intégration. Vous savez que les grands groupes, une manière de se régénérer, c'est de racheter des plus petits que soi, qui ont des bonnes idées. Le problème, c'est que les fusions se passent généralement assez mal. Donc, on espère plein de choses, on rachète, et puis on tue ce qu'on a racheté, c'est quand même un peu bête. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est le développement d'un art vraiment assez subtil de l'intégration de ces petites entreprises par les grands. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est celui de Valeo, qui, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, a racheté une société en Irlande. Bon, ils ont à peu près réussi, comme d'habitude, à faire ce que fait un gros, c'est-à-dire à tuer la start-up. Mais ils ont quand même réussi à sauver à la fois la techno et les savoir-faire qu'elle est avec, et qui tournait autour d'un truc qu'ils n'avaient pas bien compris quand ils l'ont acheté, qui s'appelle les lidars. Les lidars, c'est ce qui permet aujourd'hui, enfin c'est une partie assez importante, si ce n'est essentielle, des voitures autonomes. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Valeo est un des leaders mondiaux sur le lidar, donc sur une option prise vraiment importante sur ces fameux véhicules autonomes dont on nous annonce tant de choses. Mais c'est le cas aussi par exemple de L'Oréal, qui a bien compris qu'elle ne pouvait pas rater ses rachats, et vous avez aujourd'hui des métiers, des gens, il y a quelqu'un qui s'appelle, dont le métier est le Chief Integration Officer, et donc qui, avec des équipes pluridisciplinaires, s'assure que l'intégration va bien se passer, et que les promesses qu'on a faites à la petite entreprise qu'on a rachetée, on va vraiment la tenir. Donc vous voyez que c'est un changement de mentalité
qui est quand même assez concret et assez radical et qui existe aujourd'hui. Une fois de plus, ce n'est pas du futur. J'en finirai par cet élément qui me paraît vraiment essentiel, c'est que pendant très longtemps, moi, je rencontrais des grands groupes qui me disaient, pour la plupart d'entre eux, sauf les groupes technologiques, mais ils ne sont pas si nombreux, ils disaient « Ah non, mais nous, on n'est pas dans la techno. Nous, on fait de la banque, nous, on fait de l'assurance, voire même on fait des voitures, mais on n'est pas dans la techno. La techno, c'est des autres, on va sous-traiter ça à l'extérieur. » Aujourd'hui, de plus en plus de grands groupes, voire même presque tous, assument le fait, et c'est une révolution de dire « Nous sommes des boîtes de la tech ». Quand L'Oréal, qui vend des produits cosmétiques, il y a 10 ans, a dit nous aussi, on va se lancer, on va être le leader de la beauty tech, il y a quand même des gens qui se demandaient si ce n'était pas un coup de com'. Bon, aujourd'hui, quand vous voyez que vous avez des miroirs qui vont détecter votre grain de peau, si vous avez besoin de tel ou tel type de produit, si ce n'est pas de la tech, ça, qu'est-ce que c'est? Et petit exemple, vous avez aujourd'hui Renault, le nouveau patron de Renault, qui vous dit, voilà, il faut qu'on change. Aujourd'hui, nous sommes une boîte de la tech qui intègre des voitures, et plus comme avant, des boîtes qui fabriquaient des voitures et qui intégraient, bon an, mal an, comme on pouvait, de la tech. Ça change beaucoup de choses. Pour certains, peut-être que c'est un aspect uniquement de communication, voire de communication financière, mais pour ceux qui le font sérieusement, c'est un changement assez radical de pensée, car une fois de plus, ça peut choquer certains, mais pendant des années, c'était très clair dans leur tête, ils n'étaient pas dans la technologie et donc il fallait sous-traiter. Donc voilà, c'est ces deux grandes familles d'exemples que je voulais partager avec vous et qui, pour moi, montrent bien qu'il y a une renaissance qui a, une fois de plus, largement démarré. Je ne vous parle pas d'idées en l'air, je vous ai donné des noms. Ces noms, c'est ceux que j'ai pu regarder. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Il y a évidemment, souvent d'ailleurs, quand les idées sont bonnes, elles sont imitées par les concurrents. Mais ça vous donne quand même un panel dans à peu près tous les métiers, dans tous les secteurs. Les grands groupes aujourd'hui se réinventent. Alors juste un mot pour ceux qui voudraient en savoir plus. Donc nous faisons ces observations, nous essayons de mener un travail de recherche autour de ces observations et de le communiquer au grand public à travers la chaire Phoenix, Grandes entreprises d'avenir. Donc il y a un petit site qui pour l'instant démarre. Si vous voulez en savoir plus, vous avez là un petit peu de contenu. Et le président de notre comité constituant, qui est Louis Gallois, qui a présidé et dirigé un certain nombre de grands groupes, le dit mieux que moi, donc je vais le laisser parler. La capacité de réinvention de nos grandes entreprises n'a jamais été aussi déterminante pour notre avenir. On aura du mal à s'en sortir. Une fois de plus, j'adore les startups, etc. Si les grands groupes ne s'y mettent pas, et mon message d'aujourd'hui, c'est que non seulement ils ne vont pas s'y mettre, ils s'y sont déjà mis. Ils s'y sont déjà mis, y compris avec les startups. Parce que c'est aussi de grands donneurs d'ordre et de grands partenaires potentiels. Ces signes tangibles montrent que ces grandes entreprises n'ont pas été ubérisées. Il faut arrêter avec cette idée qui est une idée d'économiste. Voilà, c'est la destruction créatrice. Il faut que les vieux meurent. C'est une forme de jeunisme économique qui est assez stupide. Et surtout en France, où, je vous le rappelle, on a une proportion de grands groupes qui est assez unique au monde. Donc, ça serait quand même se tirer une balle dans le pied que de ne pas utiliser cette puissance de feu qui est absolument considérable. Et donc, on voit un certain nombre d'exemples qui sont difficilement contestables de cette régénération, de ce renouveau. Et voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce thème de la Renaissance. Merci beaucoup, Christophe Deshaies, pour cette intervention dans laquelle tu nous as... Tu nous as mis des lunettes différentes pour voir la même chose que toi, c'est-à-dire ces entreprises qui sont des grands groupes que l'on connaît bien parce que on a toujours vécu avec ces grands groupes quelque part, et ils sont capables aussi, ces grands groupes, de s'adapter au monde et d'innover. Nous allons maintenant entrer dans une phase de questions-réponses. Vous avez bien sûr la possibilité d'interagir avec Christophe. Il vous suffit de nous envoyer un petit message, une question, et moi je transfère tout ça avec ma voix à Christophe.
C'est maintenant que vous pouvez le faire. Bien, Christophe, tu nous as dit que tu étais chercheur. Parle-nous de cet organisme dans lequel tu travailles et c'est un observatoire de tous ces grands groupes. Comment ça marche? Oui, alors on peut le résumer comme ça. Donc on essaye de regarder. Et d'ailleurs, si certains peuvent me dénoncer, je suis toujours intéressé pour prendre contact, à aller regarder dans des grands groupes des choses originales sur ces réinventions, ces rénovations. Donc ces innovations qui peuvent être managériales pour l'essentiel ou autres. Et vous voyez que ça peut prendre plein de formes. Il peut y avoir des aspects qui sont parfaitement connus du monde des startups, mais dont on ne sait pas que les grands groupes les mènent, y compris dans une autre ampleur. On en arrive à mener à rendre une partie de ces travaux publics avec des débats qui sont organisés publiquement, et puis des comptes rendus qui sont diffusés à ceux qui veulent bien s'inscrire. Quel est l'objectif de ces recherches? C'est tout simplement de changer notre regard, donc de mieux comprendre les pratiques managériales. Par l'école de Paris du management, c'est très très global. Là, je fais un focus sur les grands groupes parce que ça fait quelques années. Alors je ne dis pas que les grands groupes se sont changés depuis 20 ans, c'est pas tout à fait ce qu'on observe. On va dire qu'il y a une accélération considérable depuis 2015 à peu près. Ces 5 dernières années, là, il y a vraiment eu, en gros, depuis qu'on a parlé d'ubérisation des grands groupes, donc de risques mortels, vraiment la plupart des grands groupes se sont bougés, il n'y a pas d'autre mot, dont certains un peu en imitant plus ou moins intelligemment ce qu'elles voyaient à droite à gauche, mais la plupart en faisant vraiment des choses intéressantes, c'est-à-dire en adaptant à la logique des grands groupes, parce que imiter les startups dans un grand groupe, imaginer qu'un grand groupe multinational puisse devenir une grosse start-up, c'est juste un non-sens. Donc, il faut vraiment le transposer. Justement, le modèle, ce n'est pas celui des start-up. Ça veut donc dire que ces grands groupes intègrent des personnes qui ont de la créativité, qui ont une vision du monde un peu différente pour pouvoir envisager un avenir différent. Alors ça, c'est mes premiers points, c'est surtout mon premier point. Donc effectivement, ces grands groupes soit recrutent, soit font émerger en leur sein des gens qui sont dans ce genre d'écosystème. Mais ce que je voudrais surtout bien souligner, c'est tous les autres aspects que j'ai évoqués après. Ce sont des gens qui, au quotidien, peuvent être d'un âge avancé et qui peuvent ne pas être dans la logique start-up, mais néanmoins mener de front des projets tout à fait innovants. Voire même, les grandes transformations ne sont pas sous forme de projets. La plupart de ces grandes transformations mettent 5 ans, 10 ans à venir. Et donc, en fait, c'est un ensemble de choses qui s'agrègent comme des évidences pour elles, parce que quand elles regardent leur marché, les nouveaux enjeux, elles se disent on va s'y prendre comme ça quand on met les gens autour. Donc c'est pas forcément on va prendre des jeunes et puis on va rénover, ressourcer la grande entreprise. Il y a de ça, et toutes le font, et c'est absolument indispensable. J'ai connu un temps, il y a très longtemps, où vraiment les jeunes avaient quand même beaucoup de mal à pousser la porte d'une direction générale, etc. Aujourd'hui, c'est très très différent. Mais il ne faut pas rêver. La grande entreprise, c'est très complexe. Un jeune ne peut pas non plus révolutionner la grande entreprise à lui tout seul, parce que c'est un autre mode de fonctionnement. Et il faut quand même une épaisseur managériale, une expérience, compréhension qui est aussi très différente. Donc il faut tout ça, tout ce mélange. Justement, au départ, tu parlais de cette vision que l'on a de la grande entreprise, qui est l'entreprise des vieux, quelque part, dans laquelle on va s'ennuyer. Excuse-moi, je te coupe, mais par exemple, on aime bien imaginer que les idées, c'est les jeunes. Mais non, mais les grandes entreprises débordent d'idées. Leur défaut, leur difficulté, c'est le passage à l'acte. Parce qu'elles ont quelque chose à perdre. Mais des idées, des trucs dans les cartons, mais dans les grandes entreprises, mais il y en a des milliers. Alors, c'est éventuellement le problème du tri, de la priorité, de la prise de risque, etc. Ça, oui. Mais donc, par exemple, si on veut changer les lunettes, c'est d'imaginer que ouais, j'ai une super idée, je me suis réveillé ce matin, je vais proposer ça aux grandes entreprises. La plupart des idées qu'on leur propose, ils les ont déjà eues ou à peu près. Quoi. Alors, comment elles procèdent, ces entreprises, pour pouvoir changer? Si c'est pas parce que tu disais tout à l'heure, en 2015, elles se sont dit on va devoir se bouger parce que sinon
dans ce que j'entends dans tes propos, c'est la mort. 2015-2020, c'est finalement assez court. Comment est-ce qu'elles s'y prennent pour bouger si, quand on arrive à la porte, l'idée n'est pas forcément prise? C'est quoi leur modèle? Alors justement, il n'y a pas de modèle. Il y a plusieurs modèles. Quand tu vois la complexité des choses qui sont possibles, si on se prend la logique, il faut absolument mieux communiquer avec mes clients à travers les réseaux sociaux, apprendre cette logique qui est complètement différente. Par exemple, si vous êtes dans le domaine industriel, il n'y a pas une urgence, il n'y avait pas une urgence absolue il y a 5 ans. Mais si vous défendez des marques mondiales, une fois de plus, je n'ai pas beaucoup parlé de L'Oréal, mais on peut parler d'LVMH, on peut parler de Pernod Ricard, tous les gens qui ont des portefeuilles de marques. Quand vous regardez les bilans, ce sont des milliards qui sont dans des marques. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et il faut forcément les pousser, ces marques, les pousser sur... Si les gens sont plus devant TF1 à regarder la télé, ça ne sert à rien de faire de la pub. Il faut aller sur les réseaux sociaux. Comment on invente ça? Il est évident que ce mouvement-là, il a déjà eu lieu. Donc, ces entreprises ont appris ça. Et ça c'est des nouveaux métiers. Donc, on embauche des gens plus ou moins jeunes pour faire de la création de contenu, pour maîtriser les réseaux sociaux, etc. Et puis, au bout de quelques années, ça vous fait des centaines de gens qui pensent, qui viennent avec des projets concrets et puis qui viennent surtout vous dire, quand on a fait ça, ça a rapporté tant. Alors là, d'un seul coup, ça redevient du management. Donc, il faut arrêter de faire la dichotomie, etc. Quand vous allez voir, y compris un vieux de la vieille à qui vous dites, si je fais A, il se passe plus 20%, si je fais B, il se passe plus 30%, il a compris, hein, c'est pas un problème. Alors, dans ce que j'entends de ton propos, ces entreprises s'adaptent quand même beaucoup à la situation, au marché, à l'évolution également. Est-ce qu'elles ont une vision de l'avenir? Tu vois, tout à l'heure, on a Yannick qui est intervenu pour nous dire qu'il fallait le rêver, le penser, l'inventer, cet avenir. Ces entreprises, est-ce qu'elles ont une vision de l'avenir et quel est-il? Alors, je vais prendre un exemple. Oui, bien sûr qu'elles ont une... Alors, je vais avoir deux éléments de réponse. Le premier, c'est la différence qu'on peut faire entre les grands groupes jusqu'à présent et puis les startups, c'est qu'un fondateur de start-up, la plupart d'entre eux, ils rêvent de changer le monde. Le patron d'une grande entreprise, il ne rêve pas de changer le monde, il rêve d'accompagner le monde. Et c'est un petit peu en train de changer, c'est-à-dire qu'effectivement, ils disent « Ah ouais, mais peut-être qu'on peut aller au-delà, on peut le rêver ». Ça, c'est un premier élément. Donc cette frontière, qui était très, très, très nette avant, est un petit peu en train de s'estomper. Deuxième exemple, c'est que je vais vraiment... je voudrais vous changer vos lunettes à tous, surtout en lien avec la conférence qu'on a entendue avant. On a tous en tête que les Américains sont arriérés sur le plan de la transition écologique parce qu'on a eu monsieur que je nommerai pas pendant 4 ans. Donc voilà, il s'est déconnecté des accords de Paris. Donc on est sûr que les Américains sont arriérés. Je vous incite à regarder, il y a 30 grands groupes, 30 multinationales américaines aujourd'hui qui se sont engagés à respecter les accords de Paris 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt. Et notamment, parmi elles, plusieurs GAFAM. Alors, souvent ces entreprises-là, on les taxe de greenwashing. Non, quand on prend des engagements et qu'on est surveillé par les marchés financiers, qu'on s'appelle Amazon, qu'on s'appelle des gens comme ça, et qu'on dit on prend l'engagement qu'on sera non seulement sur les accords de Paris, mais on y sera 10 ans plus tôt, mais je vous demande de faire attention à vos lunettes. Je ne suis pas sûr que vous ayez cette image-là des entreprises américaines. Et je vais finir par une chose. Qui conseille ces entreprises ? Eh bien, ça s'appelle, il y a une petite boîte de conseil qui s'appelle Engie Impact, qui est la filiale d'Engie aux États-Unis et qui discute avec et qui est le partenaire d'à peu près tous ces GAFAM et tous ces grands groupes, etc. Donc, vous voyez qu'à la fois, on se dit, bon, les Américains, ils sont à la traîne. Ouais, grâce à Biden, ça va revenir. Non, mais certains sont à la traîne. Mais plein d'États ont une politique très différente de celle de Trump. Et des entreprises ont compris que leur enjeu pour conserver leur marché, leur discours, etc., était de se désolidariser complètement. Et elles sont engagées concrètement, y compris avec
possiblement aux États-Unis des procès si elles ne vont pas au bout de leurs engagements. Donc on est vraiment sur des choses sérieuses et je pense que vous ne vous attendiez pas forcément à ce genre d'infos. En effet, il s'avère que tu parlais tout à l'heure des entreprises du CAC 40. Quand on compare ces entreprises du CAC 40 à une GAFAM, on se dit waouh, le rapport de force est quand même très, très défavorable quelque part. C'est ça qui fait que ces entreprises du CAC 40 se sont dit qu'il fallait qu'on bouge et finalement, jusqu'où elles vont aller? Alors ça, j'en sais rien. Moi, je ne lis pas dans le mar de café, et vous avez bien vu que j'ai essayé de montrer des choses qui existaient. Donc le futur, je n'en sais rien. Je peux éventuellement regarder d'où ça vient, la situation actuelle, pour constater que ça change. Et j'ai l'impression que ça change de manière exponentielle, c'est-à-dire que c'est pas linéaire. Et là, c'est surtout le phénomène de marché. Et donc ça, j'attire votre attention. Ce qui est important, c'est le marché. Un entrepreneur, quand vous lui dites il y a un marché à tel endroit, il va forcément suivre ce marché, voire le précéder. Et pendant très longtemps, nous sommes les premiers à... Enfin, faut arrêter de culpabiliser les grands groupes. On a voulu acheter un certain nombre de trucs parce qu'on voulait les acheter. Oui, alors ça arrangeait tout le monde, mais ça arrangeait aussi le consommateur. Ce qui change depuis quelques années, c'est que de plus en plus, la pression est extrêmement forte des consommateurs pour des nouveaux engagements, pour des nouveaux produits, pour des nouvelles manières de faire. Et à ce moment-là, ce sont des phénomènes mimétiques, ce sont des phénomènes sociaux, et donc ça va crescendo, et en s'accélérant, exponentiel. Parce que quand tout le monde fait des choses, tout le monde veut imiter ces choses, et donc d'un seul coup, ce qui n'avançait pas, et donc on était un peu frileux, se met à avancer. Et donc l'idée selon laquelle ça pourrait être linéaire, c'est une idée dont on s'aperçoit en ce moment qu'elle est erronée, quoi. Les choses s'accélèrent, donc c'est tout ce que je peux dire. Moi, après, le futur, j'en sais rien. Mais ça s'accélère. Ouais, enfin, moi, tu sais, je te pousse jusqu'au bout. Hein. Vous avez toutes et tous la possibilité de nous poser vos questions, hein, les poser directement à Christophe pour obtenir ces réponses que vous souhaitez à vos questions. C'est ce que vient de faire Jacques. Jacques te demande la chose suivante, Christophe. Réinventer ces grandes entreprises, cela n'est-il pas incompatible avec la transition sociale, économique, écologique dont on parlait tout à l'heure? Je pense que c'est exactement le contraire. Donc c'était mon propos. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais je ne vois pas comment on peut changer la société en faisant l'impasse sur les grands groupes qui aujourd'hui sont ceux qui ont le plus d'impact. Si on veut dire les grands groupes n'ont qu'une chose à faire, c'est s'auto-suicider, et puis on passe sur la page blanche. Je vous ai écrit le film d'avance. Hein. En 2050, on n'y est pas. Hein. On est planté là. C'est la certitude. Donc, je ne sais pas si c'est facile. Je ne sais pas s'ils sont totalement sincères. Je ne sais pas. Plein de choses. Ce que je vois, c'est que ça bouge de plus en plus. Ça bouge de manière extrêmement concrète et dans beaucoup de cas, de manière extrêmement cohérente et assez vertueuse. Le groupe SEB, vous regardez ce qu'ils font, franchement, c'est d'une ingéniosité, c'est très complet de A à Z. D'ailleurs, vous allez dans les usines, vous interrogez les gens qui y travaillent et qui vont vous expliquer comment ça a changé, et qu'en tant que consommateur, ils ne feraient rien. Enfin, donc voilà, dire les grands groupes, il faut arrêter de les voir et de les sataniser comme on a pu le voir jusqu'à présent. Une fois de plus, peut-être qu'il y avait des raisons à ça, elles n'ont pas forcément été toujours vertueuses. Une autre question de Loïc qui demande, est-ce que finalement ce n'est pas le système managérial qui a changé parce qu'il est moins pyramidal, plus à l'écoute des membres de l'entreprise? C'est évidemment un facteur incontestable, mais celui-là, il a 25 ans. Internet, moi j'ai connu le monde du travail avant Internet, avant le web, avant la messagerie. On travaillait avant qu'il y ait des messageries, je vous le rappelle. Hein. Bon, donc effectivement, quand vous pouvez mettre en copie le chef du chef, etc., ça a changé des choses. Ça fait 25 ans que ça a changé. Donc forcément, à force, voilà, j'ai beau être très très vieux, je suis quand même un petit peu un enfant du digital. Donc dans les entreprises aujourd'hui, la plupart des gens qui existent ont quand même connu le digital avant de rentrer dans l'entreprise ou juste en y rentrant. Donc oui, ça c'est un des vecteurs. Ce n'est pas le seul. Il y a
plein de choses que j'ai expliquées. Il y a la pression du marché, il y a tout un tas de choses. Mais oui, c'est évidemment une évidence, mais elle est très ancienne, elle avait déjà 25 ans, et plus ça va, et plus ça pousse. Christophe, merci beaucoup. On t'a passé sur le grill, merci, on peut l'applaudir. Merci à vous. Il s'avère que vous avez tous pu participer, et puis on a pu, grâce à toi, changer nos lunettes au moins quelques instants pour voir ces grands groupes autrement. Merci.